À quelques heures du matin, un bombardier furtif B-2 au signe d'appel Fantôme 21 approchait à 40 minutes de son objectif, fonçant en profondeur vers l'ouest de Téhéran, en direction de l'usine de missiles Qaj, une installation que l'Iran utilisait pour alimenter ses attaques contre les forces américaines. Ce que les pilotes du B-2 ignoraient, c'est qu'un radar qui n'aurait pas dû exister avait déjà verrouillé leur couloir de pénétration. Sur l'écran de menace, une seule émission, bande UHF. Origine chinoise. La longueur d'onde exacte que la géométrie furtive ne peut pas contrer. À 80 miles devant le bombardier, un EA-18G Growler, au signe d'appel, Venin 11 capta l'émission le premier. Une impulsion apparut sur le récepteur large, bande ALQ28. Mauvaise bande, mauvaise fréquence, tout faux. Les mains de l'officier armement étaient déjà en mouvement avant que la classification n'apparaisse à l'écran. Venin 11, nouvel émetteur, bande UHF, relèvement 085, corrélation IG-L, C8 Bravo. Ce message tomba comme une pierre froide dans chaque cockpit de la formation. À 40 miles au nord, le F-22 Raptor de Viper 1, fonctionnant en silence total, chaque système actif éteint, enregistra la même émission sur sa suite passive ANALR 94. Plus de 30 antennes intégrées sur les ailes, le fuselage et l'empennage de l'appareil. Chacune d'elles accordée à une tranche de fréquence différente. Imaginez 30 micro-ordinateurs dissimulés aux quatre coins d'une maison, chacun à l'écoute d'un son particulier. L'un capte des bruits de pas, un autre une porte qui se ferme, un autre encore un murmure. Assemblez leurs données et vous savez précisément où se trouve l'intrus, sans jamais allumer la lumière. 3 émissions donnèrent un relèvement. 5 donnèrent une coordonnée de grille précise à 40 mètres près. Viper 1 transmit la position via liaison 16 sans rompre le silence radio. Voici pourquoi chaque équipage de la formation venait de mériter sa solde. Le IG-LC-8 Bravo est un radar ultra haute fréquence de fabrication chinoise conçu pour une seule mission, détecter des aéronefs comme le B-2. La géométrie furtive dévie l'énergie radar sur les côtés, mais cette technique ne fonctionne que contre les courtes longueurs d'onde. L'UHF opère sur des longueurs d'onde mesurées en mètres. À cette échelle, la furtivité cesse d'être efficace et le fuselage du B-2 commence à générer un écho détectable. La signature radar de l'appareil, réduite à la taille d'une bille sur tous les capteurs en bande X de la formation, se mettait à enfler sur l'écran UHF jusqu'à atteindre la taille d'un grand oiseau. Un grand oiseau maintenant, un cap constant à 12 800 mètres d'altitude, à une vitesse de 475 nœuds. Pas beaucoup d'oies qui croisent à Mach 0,7. Le système émettait par courtes rafales des balayages de 3 secondes suivis de silence. Les opérateurs savaient qu'une émission continue était le meilleur moyen d'attirer un missile anti-radiation. C'est comme un voisin quittant sa pelouse à 6 heures du matin chaque samedi. Tout le monde sait où il est. Tout le monde sait ce qu'il fait. Tôt ou tard, quelqu'un va craquer. Sauf que dans ce contexte, craquer signifie un missile supersonique dans votre jardin. Chaque rafale offrait aux pilotes américains un instantané. Et dans ces instantanés, un fantôme commençait à prendre forme. À bord du Growler, l'officier armement de Venin 11 commença à construire une réponse. Brouiller l'UHF n'a rien à voir avec le brouillage des radars en bande X contre lesquels l'équipage s'entraîne chaque semaine. C'est comme tenter de couvrir un orchestre qui défile dans votre rue, pas la télévision de votre voisin à travers le mur. Il lui fallait plus de puissance et plus de temps. Il travaillait sur les deux fronts. Mais les opérateurs du ILC-8 Bravo voyaient la réaction américaine se construire sur leurs écrans. Le brouillage montait en puissance, l'image radar se dégradait. Ils avaient peut-être 30 secondes avant que quelque chose n'arrive avec une ogive à leur position. Alors ils transmirent tout ce qu'ils avaient. Relèvement, altitude, vitesse approximative d'un contact se dirigeant vers l'est en direction de Téhéran. Les données transitèrent à travers le réseau de défense aérienne iranien, très dégradé, via des lignes à fibre optique enterrées vers chaque système d'engagement survivant dans un rayon de 200 km. 90 secondes de transmission totale. Puis l'opérateur principal coupa le radar. Décision judicieuse. Environ 30 secondes trop tard. Venin 11, Magnum, à GM88 Golf,
Relèvement 085. Magnum était le code de brièveté OTAN pour une seule chose. Un missile anti-radiation vient de quitter le rail. Pas un avertissement, pas une mise en garde, un simple compte-rendu de situation. Le HARM est déjà supersonique, déjà en montée, déjà verrouillé sur la dernière position d'émission connue du IGL-C 8 Bravo. Venin 11 n'avait pas demandé la permission, n'avait pas attendu d'autorisation. La menace avait été identifiée, le tir était justifié et l'arme était partie. C'est ainsi que fonctionne une mission de suppression des défenses aériennes ennemies. On n'hésite pas, on exécute. L'AGM-88 Golf est la variante la plus récente du missile anti-radiation à haute vitesse. Ce qui compte ici, c'est sa mémoire de guidage. Les versions précédentes perdirent leur cible si le radar s'éteignait. Plus d'émissions, plus de signal à suivre. La variante Golf embarque un GPS et une navigation inertielle qui mémorisent exactement l'endroit où l'antenne émettait 3 secondes auparavant. L'opérateur avait coupé le radar. Le HARM avait déjà l'adresse. L'ogive détonna et le IDAL-C 8 Bravo, conçu spécifiquement pour détecter les B-2, devint de la ferraille dans la campagne iranienne. La Chine avait consacré des années à l'ingénierie d'un système capable de percer la furtivité. Et les Américains en avaient fait un champ de débris en 90 secondes. Mais ces 90 secondes de transmission avaient accompli la seule chose qui importait. Le radar était détruit. Ces données, désormais inutilisables, rebondissaient vers le sud à travers des relais à fibre optique enterrés en direction d'une batterie Bavard 373 qui n'avait pas émis le moindre pulse depuis la première nuit du conflit. Quelques minutes plus tard, un terminal à fibre optique à l'intérieur d'une batterie Bavard 373 camouflée, stationné à 14 km au sud de Karaj, s'alluma avec les premières données qu'il recevait depuis plusieurs jours. Relèvement, altitude, vitesse approximative, un contact se dirigeant vers l'est à 12 800 mètres d'altitude. Le commandant de batterie lut les chiffres à l'écran et comprit immédiatement ce qu'ils signifiaient. Le contact était approximatif. La position pouvait facilement être décalée de plusieurs kilomètres, mais il n'avait pas besoin d'une image parfaite. Il lui suffisait d'une direction vers laquelle regarder. Cette batterie était restée éteinte depuis que l'équipage avait conduit le lanceur dans un ravin dans les contreforts de l'Alborz et avait drapé des filets de camouflage sur le radar Matla Al-Fajr 4, tandis que le reste des défenses aériennes iraniennes se faisait démanteler une à une au-dessus d'eux. Des jours à écouter une guerre à laquelle ils ne pouvaient pas participer. Des jours à entendre chaque autre batterie bavare de l'ouest de l'Iran se taire l'une après l'autre. Le commandant avait pris une seule décision qui avait permis à sa batterie de survivre à tout cela. Il n'émettrait pas avant d'avoir une cible qui justifiait de sacrifier sa batterie. Il regardait cette cible en ce moment même. En moins d'une minute, il allait allumer un radar et tirer l'intercepteur le plus capable de l'arsenal iranien contre l'aéronef le mieux protégé de la formation américaine. Sa fenêtre de tir était brutalement étroite. L'instant où le Matla Al-Fajr 4 s'allumerait, chaque capteur américain dans un rayon de 300 miles entamerait un compte à rebours avant un HARM. Un seul tir, un seul échange. Il posa la main sur l'interrupteur général. Pleine puissance. Balayage en secteur concentré sur le relèvement que le radar chinois détruit lui avait fourni. Ce que le commandant de la batterie bavare ignorait, c'est que l'AGM-88 Golf, qui avait éliminé le IDAL-C 8 Bravo, avait déjà été remplacé. Venin 11 était armé et prêt. À l'intérieur de Fantôme 21, le système de gestion défensive du B2 capta la nouvelle émission instantanément. Relèvement de conduite de tir, 175 degrés, 14 km au sud de Karaj. Un losange rouge s'alluma sur l'écran de menace du commandant de mission et le signal d'alerte emplit les deux casques. Il n'existe que 21 B2 dans le monde. Coût unitaire, 2 milliards 100 millions de dollars. L'aéronef de combat le plus coûteux jamais construit. Et un radar de conduite de tir dans les hautes terres iraniennes venait de le trouver. Le commandant de mission comprit immédiatement ce qui s'était passé. Le HARM qui avait détruit le IGA-LC 8 Bravo n'avait pas stoppé la menace. Il l'avait déclenchée. Les opérateurs radars, sachant qu'ils avaient quelques secondes pour s'éclipser, avaient tout transmis sur le réseau.
Détruire le radar était précisément ce qui avait offert à la batterie Bavard son opportunité de tir. Nouvelle SAM, Bavard 373. Il émet conduite de tir. Prépare un tir. À 7 minutes du point de largage, l'équipage avait survécu au radar chinois à 1 milliard de dollars pour se faire intercepter par une batterie cachée sous une bâche. La batterie chinoise avait au moins nécessité des années d'ingénierie et des investissements colossaux. Celle-ci n'avait eu besoin que d'un équipage patient et d'une ligne téléphonique fonctionnelle. Venin 11 réagit en quelques secondes, pivotant l'ALQ-249 vers la bande de fréquence du matelas Hall-Fager 4. Le brouilleur devait se reconfigurer et se recalibrer depuis zéro. Le matelas Hall-Fager 4 opérait sur des fréquences entièrement différentes de celles du YLC 8 Bravo. Construire un nouveau schéma de bruit contre une forme d'onde inconnue sous le feu ennemi, c'est comme essayer d'accorder une guitare sur une chanson qu'on n'a jamais entendue pendant que quelqu'un vous crie de venir mettre la table. On y arrive, mais pas sereinement. 5 secondes pour verrouiller la nouvelle fréquence. 3 de plus pour commencer à injecter le bruit. L'outil à l'œuvre était l'ALQ-249, le brouilleur de nouvelle génération, le pod fixé sur le fuselage de Venin 11. Le système de guerre électronique aéroporté le plus puissant de l'inventaire américain. Il se verrouille sur la fréquence d'émission exacte d'un radar ennemi et le noie sous un bruit amplifié jusqu'à ce que le processeur de signal adverse ne puisse plus distinguer un vrai écho dans l'interférence. Un radar fonctionne en émettant une impulsion et en écoutant l'écho qui lui revient. Cet écho, c'est votre cible. Le brouillage consiste à inonder la même fréquence de temps de bruit que l'écho se perd dans la masse. Le radar continue d'envoyer des impulsions. Les échos continuent de revenir. Mais désormais, il y a 10 000 faux échos pour chaque vrai, et le processeur de signal ne peut plus faire la différence. C'est comme si votre femme vous appelait pour le dîner pendant que vous regardez le match. Sauf que maintenant, ce sont 1000 femmes, toutes prénommées Karen, qui vous crient dessus simultanément depuis toutes les directions. L'une dit « Le dîner est prêt ». Une autre « Encore 5 minutes ». Une autre encore « Tu es déjà en retard ». Et une dernière « Ne te dérange pas, elle a mangé sans toi ». Votre cerveau se bloque en essayant de déterminer laquelle est réelle. Et c'est exactement ce qui arrive au processeur de signal iranien. Il sait qu'une cible est là dehors. Il ne parvient simplement pas à s'accorder sur où, quand, ni même s'il l'a déjà manqué. Pendant ce temps, le faisceau concentré du Bavard trouva précisément ce que les données de ciblage lui avaient là promis. Un retour faible, à peine au-dessus du plancher de bruit, cohérent avec un aéronef à faible observabilité en haute altitude, se dirigeant vers l'est. Pas une trace nette, mais suffisant pour affiner la solution de tir à chaque passage. Venin 11, Magnum, second AG, M, 88 Golf, relèvement 175. Le harme bondit du rail et accéléra vers la batterie Bavard. 60 secondes de temps de vol, une éternité quand un radar de conduite de tir pointe sur votre bombardier. Désormais, la géométrie se scindait en une course que personne à bord de Fantôme 21 ne pouvait contrôler. Par l'ouest, le harme fondait sur la batterie Bavard à Mach 2, verrouillée sur GPS. Le calcul était déjà fait. Par le sud, le faisceau du matelas Hall-Fager 4 resserrait sa prise sur Fantôme 21 à chaque balayage. La solution de tir s'affinait progressivement, passant d'un panier de plusieurs kilomètres vers quelque chose avec lequel un Sayyad 4 pouvait travailler. Le Growler était concentré sur un seul problème, noyer le faisceau d'illumination du matelas Hall-Fager 4 sous le bruit pour maintenir la solution de tir dégradée. Si la batterie Bavard tirait avant l'impact du harme, le Sayyad 4 chevaucherait la qualité de signal réfléchi que le matelas Hall-Fager 4 parvenait à pousser à travers le brouillage. Un faisceau d'illumination propre signifiait un guidage de mi-parcours précis, ce qui signifiait que le missile arriverait dans la zone terminale suffisamment proche pour que son propre autodirecteur termine le travail. Un faisceau brouillé signifiait un guidage approximatif, un panier de recherche plus large à l'activation terminale, et une probabilité bien plus faible que l'autodirecteur trouve quoi que ce soit. L'officier armement surveillait un seul chiffre, la puissance du signal du matelas Hall-Fager 4 qui luttait contre son brouillage. Si elle restait dégradée, le missile se lançait sur des données médiocres. Si elle perçait, le Sayyad 4 obtiendrait une montée propre vers la zone et l'autodirecteur actif ferait le reste.
À bord du B2, le commandant de mission regardait le compte à rebours du HARM sur son écran évoluer en parallèle avec la montée en puissance du signal du bavard. 40 secondes. La trace était encore dégradée. 30. Le processeur de signal du Matla Hall-Fajr 4 combattait le bruit, construisant de la résolution un balayage après l'autre. 20. La solution franchissait le seuil. Le commandant de la batterie bavard tira quand même. Le Sayad 4 quitta le rail. La charge propulsive solide le propulsa à travers le mur du son en quelques secondes. Le Matla Hall-Fajr 4 pompait l'énergie d'illumination vers Phantom 21 pour offrir au missile montant quelque chose à suivre. Ce qui venait de quitter le lanceur, le Sayad 4. Environ 6 mètres d'intercepteur de fabrication iranienne, moteur à propulsion solide, portée d'engagement annoncée d'environ 300 km. Le cône de nez abrite un autodirecteur radar actif, mais il est froid pour l'instant. En phase de mi-parcours, le missile n'utilise pas ses propres yeux. Il suit l'énergie réfléchie par le faisceau d'illumination du Matla Hall-Fajr 4, comme un miroir qui suit le rayon d'une torche électrique. Détruisez la torche et le missile devient aveugle jusqu'à ce que l'autodirecteur terminal s'éveille pour les derniers kilomètres. La trace était approximative. Le brouillage du Growler étalait l'illumination sur un panier d'1 kilomètre de large, mais le missile avait un secteur, une altitude et un cap. 3 secondes de signal réfléchi suffisaient à le pointer dans la bonne direction. L'autodirecteur actif dans le nez se chargerait du reste au moment de son activation. 3 secondes plus tard, le HARM s'écrasa sur le véhicule radar Matla Hall-Fajr 4 et la batterie qui avait survécu plusieurs jours en restant silencieuse cessa d'exister. Des jours de patience, un seul échange. Il avait choisi les mauvaises 60 secondes. Le missile continuait maintenant sur guidage inertiel, progressant à l'estime vers là où la cible se trouvait 3 secondes auparavant. Basé sur 3 secondes de données de mi-parcours approximatives que le Growler avait activement dégradées. L'autodirecteur actif dans le nez était toujours froid. Il ne s'activerait pas avant que le missile n'atteigne la zone terminale. Et personne, ni le missile, ni l'équipage du Growler, ni le B2, ne savait exactement quand cela se produirait. La cible pouvait se trouver n'importe où dans un panier d'incertitude de 2 miles. Si l'autodirecteur s'activait et verrouillait un retour radar, le Sayad 4 foncerait à 3 fois la vitesse du son. S'il ne trouvait rien, il volerait jusqu'à l'épuisement du moteur et s'autodétruirait. À 3 minutes du point de largage, un missile chassait un fantôme dans l'obscurité. Le losange rouge au sud, sur l'écran de menace du commandant de mission. Le Sayad 4 toujours en navigation inertielle, autodirecteur froid, grimpant à travers 9000 mètres d'altitude. La barre de chronologie verte en haut de l'écran comptant les secondes jusqu'au largage. 20 secondes, les 2 chiffres convergeaient. Voilà le problème que l'équipage ne pouvait pas résoudre. Il ne savait pas quand l'autodirecteur actif s'éveillerait. À 30 km peut-être, à 25, à 15. Et lorsqu'il s'activerait, il scruterait la bande X, exactement la gamme de fréquences que le B2 était optimisé pour contrer. Soute fermée, la signature radar du Spirit était de la taille d'une bille pour un autodirecteur en bande X. Le Growler avait préchargé l'ALQ 249 sur la fréquence attendue de l'autodirecteur du Sayad 4, prêt à l'inonder dès son activation. Mais tant que l'autodirecteur n'émettait pas, il n'y avait rien à brouiller et aucun moyen de confirmer que le brouillage fonctionnerait au moment crucial. Les probabilités favorisaient largement le B2. Elles changent quand les soutes s'ouvrent. 12 secondes d'exposition. 12 secondes pendant lesquelles Phantom 21 cessait d'être invisible. Le Sayad 4 approchait par le sud, son approche la plus proche estimée dans 20 secondes. Les soutes devaient en s'ouvrir dans 60 secondes pour atteindre la fenêtre de largage. L'arithmétique plaçait l'ouverture des soutes et le moment d'approche maximale du missile à moins de 10 secondes l'un de l'autre. Pas idéal. Ouvrir ces soutes, c'est comme un homme sous protection de témoins qui retire brièvement son déguisement dans une salle bondée. Si personne ne regarde, vous vous en sortez. Si quelqu'un fixe votre visage, le déguisement était inutile. Et l'autodirecteur d'un Sayad 4 était sur le point de s'éveiller quelque part dans leur direction. Phantom 21 continue. Ouverture des soutes dans 60 secondes. Le Growler ne pouvait encore rien faire. L'ALQ 249 était préchargé et prêt. Le doigt de l'officier armement planait au-dessus de l'autorisation d'émission.
Mais brouiller une fréquence vide, c'est simplement diffuser du bruit dans le vide. L'autodirecteur devait d'abord s'activer. Jusqu'à ce moment, le Sayad 4 était un objet balistique progressant à l'estime. Impossible à brouiller, indétectable et totalement imprévisible. Si l'autodirecteur s'activait soute fermée, il trouverait une bille dans une meule de foin. S'il s'activait pendant les 12 secondes d'ouverture des soutes, il trouverait une porte de grange. 40 secondes avant le largage. La pilote reprit les commandes manuellement, avec le calme que confèrent une centaine de répétitions simulées de ce cauchemar précis. 12 secondes d'exposition, débutant dans 40 secondes. Si le système de gestion défensif hurlait un verrouillage missile, elle devait rompre immédiatement. Faire pivoter 150 tonnes d'ailes volantes en virage défensif à 12 800 mètres, ça ne se délègue pas au pilote automatique. C'est comme laisser le régulateur de vitesse gérer un cerf qui bondit sur la route. Certaines choses nécessitent un être humain avec les mains sur le manche. Le commandant de mission confirma l'acquisition GPS sur les 16 armes avec 30 secondes avant le largage. 30 secondes. Les points d'impact répartis sur l'ensemble du complexe de carrage. Le hall d'assemblage où les cellules des missiles rencontraient les ensembles de guidage. La salle blanche où les autodirecteurs étaient calibrés. L'installation moteur où le propergol rencontrait les tubes de lancement. Des équipements qu'Iran avait construits sur des décennies et qu'on ne remplace pas sur catalogue. Soutes ouvertes. Les lanceurs rotatifs se mirent en rotation et les portes de soute s'écartèrent. Chaque surface interne créant des réflecteurs en coin qui renvoyaient l'énergie radar directement vers tout émetteur en observation. La bille devenait une porte de grange. Le Sayad 4 était à 25 km, se rapprochant à Mach 3,5, profondément dans la zone terminale. L'autodirecteur actif s'éveilla. Ce que le processeur de signal du missile ne savait pas, Venin 11 était posté sur cette fréquence depuis 30 secondes. L'ALQ-249 capta l'émission instantanément. L'officier armement poussa le brouilleur à pleine puissance et le growler noya la fréquence en bande X de l'autodirecteur sous un déluge de bruit avant que le processeur de signal ne puisse achever son premier balayage. Le processeur de signal de l'autodirecteur tenta de filtrer le bruit, cherchant un retour cohérent dans un spectre saturé de parasites, et ne trouva rien qu'il puisse maintenir. La pilote tint le cap, l'altitude, la vitesse, les mains cramponnées sur le manche, les yeux rivés sur les instruments, chaque instinct lui criant de décrocher à gauche et de piquer tandis que la moitié rationnelle de son cerveau tenait la ligne. Le commandant de mission comptait les cycles du lanceur rotatif à côté de lui. Il sentait chaque largage à travers la cellule. Une secousse, 2000 livres se détachaient et le Spirit bondissait. 1, 2, 3. Le Sayad 4 était à 20 km. L'autodirecteur était actif et se noyait dans le bruit du growler. Mais 20 km devenaient 15 en environ 5 secondes à Mach 3,5. À 15 km, la puissance de brouillage diminue avec le carré de la distance. À 15 km, la porte de grange pouvait être assez lumineuse pour percer à travers. Le commandant de mission regardait le compte d'armes décrémenté sur l'écran gauche et la distance du Sayad 4 décrémentée sur l'écran droit. Les deux horloges tournaient. Une seule était de son côté. Les GBU-31 tombèrent dans la nuit iranienne. 8 armes larguées, puis 12, puis les 16. Alors que les lanceurs rotatifs cycléant à travers leur chargement complet, 16 bombes de 900 kg chacune, guidées GPS, avec une erreur circulaire probable de moins de 9 mètres. 25 000 $ le kit de queue pour transformer une bombe stupide en une arme qui atterrit à 2 longueurs de voiture, d'une coordonnée, n'importe où sur Terre. Soute fermée. La porte de grange disparut et la bille revint en moins d'une seconde. L'autodirecteur du Sayad 4 avait été actif moins de 10 secondes. Et durant chacune de ces secondes, le brouillage du growler avait tenu la fréquence. L'autodirecteur capta un bref éclat lorsque les soutes s'ouvrirent, mais l'ALQ-249 le satura avant que le processeur de signal ne puisse construire une trace. Aucun retour cohérent, aucune trace, aucun verrouillage. Le missile poursuivit sa course sur un moteur épuisé pendant encore quelques secondes avant que la charge d'autodestruction ne s'allumât. Un éclair dans l'obscurité au sud de Karaj que personne au sol ne comprendrait avant l'aube. Manqué net. Le commandant de batterie le plus patient d'Iran avait sacrifié sa batterie pour un missile
qui avaient fini par se disputer avec de l'électricité statique. Fantôme 21 vira plein ouest. 16 bombes guidées filaient vers leur impact sur le complexe en contrebas. Les 3 premières frappèrent le hall d'assemblage oriental à vitesse terminale. 900 kilos perforèrent le toit en tôle. Ce n'étaient pas des bunkers blindés, c'étaient des bâtiments industriels construits pour l'efficacité de production, avec des ponts roulants de 20 tonnes courant sur des rails plafonniers au-dessus du plancher d'assemblage. La surpression vida le bâtiment de l'intérieur vers l'extérieur. Ces ponts roulants, conçus pour descendre les cellules des missiles Shahab 3 sur des gabarits d'assemblage de précision, arrachèrent leurs rails et s'effondrèrent sur les gigs d'alignement en dessous. Ces jigs, semblables aux moules dans une usine qui estampe des blocs moteurs usinés avec des tolérances plus fines qu'un cheveu humain, calibrés par des ingénieurs iraniens durant des semaines, ils devinrent de la ferraille en une demi-seconde. On ne les remplace pas avec une imprimante tridimensionnelle. On ne les commande pas sur catalogue. Le second groupe frappa l'aile d'intégration guidage. Les salles blanches où les autodirecteurs de missiles recevaient leur calibration finale dans des enceintes à pression positive conçues pour exclure la poussière microscopique. 2 impacts directs effondrèrent les chambres pressurisées et tout ce qu'elles contenaient. Les quais où les missiles terminés étaient à charger sur leurs lanceurs redresseurs transporteurs devinrent des gravats impraticables.